Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci Mounir pour la présentation. Et puis merci aussi de m'avoir intéressé au patrimoine algérien. En fait, donc moi je ne vais pas vous parler d'Algérie. Par contre, effectivement, à voir la présentation de ce matin, j'ai vu énormément de problématiques similaires en fait que moi je retrouve dans mon quotidien. Alors mon quotidien, aujourd'hui, c'est l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak. Donc effectivement, c'est des situations qui sont assez extrêmes, qui sont assez difficiles. Mais finalement, la problématique de la conservation de la mémoire des données, en fait, cette problématique se pose partout. Et d'ailleurs, la ville Arles a beaucoup travaillé là-dessus, effectivement, comme on l'a vu hier dans une réunion qu'on a fait. Alors, donc, pourquoi je me suis orienté... Donc moi, je suis architecte de formation. Comment je me suis orienté un petit peu là-dessus? Donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans des pays comme l'Afghanistan, la Syrie, l'Iran, le Pakistan, l'Irak, etc. Et j'ai toujours été assez choqué, en fait, sur le terrain, de voir sous nos yeux des sites qui disparaissaient d'année en année. Et j'ai été aussi étonné de voir qu'il y avait assez peu d'actions sur place. Autant la restauration physique est souvent difficile, la protection physique est souvent difficile. Par contre, la documentation est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et je me suis toujours dit qu'il fallait effectivement trouver des moyens pour pouvoir au moins conserver la connaissance de ces sites. Alors, les facteurs de disparition sont nombreux. Hein. Alors ça, c'est tous des événements auxquels j'ai participé. Hein. Enfin, donc j'ai été le témoin impuissant. Hein. Donc voilà, des désastres naturels. On a vu en Afghanistan une mosquée se faire complètement envahir par les flots. Les looting, c'est les pillages. Donc ça, en Afghanistan, c'est des régions entières qui sont pillées systématiquement, mais depuis récemment, hein, depuis une trentaine d'années. Là, c'est des aménagements de routes en Afghanistan qui ont aussi détruit des sites archéologiques. Et puis là, c'est vraiment les conflits. Alors les conflits, c'est une petite partie de la destruction. Hein. La destruction est souvent liée tout simplement à l'exploitation, la surexploitation des sols, parce qu'on a la démographie qui augmente, par exemple. Et je pense que c'est aussi bien le cas de l'Algérie avec l'expansion des villes. On a vu, vous aviez présenté les villes historiques au tout début de la conférence, et j'imagine qu'on a ce même problématique de renouvellement du tissu urbain, effectivement, qui vient recouvrir le tissu ancien. Juste pour illustrer ça, par exemple, là, c'est la ville d'Herat au nord de l'Afghanistan. Hein, et en fait, donc nous, on y était allés pour une mission justement avec l'UNESCO pour travailler sur un ensemble religieux qui s'appelle le Moussala Complexe. Et on avait profité effectivement de nos drones, on était venus avec des drones pour aller voir un petit peu ailleurs dans la ville. Et on a découvert effectivement cette muraille que vous voyez au centre de l'image, qui est complètement mangée par le tissu urbain et qui est quasiment invisible en fait de l'extérieur. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement on a les sites qui sont protégés, qui sont les plus connus, mais malheureusement effectivement on a énormément de sites qui ne sont tout simplement pas inscrits sur des listes de l'inventaire, et donc qui sont eux les plus menacés et qui sont aussi ceux qui sont en général les moins documentés. Donc, pour essayer de résoudre ce problème, le déclic a d'abord été un déclic technique. En fait, avec l'émergence de nouvelles technologies, surtout d'acquisition aérienne, donc là on voit des drones, mais après on utilise plein d'autres technologies, on s'est aperçu que c'était très rapide d'agir sur des territoires de conflit. On pouvait agir sur des terrains, par exemple, qui étaient encore minés. Donc là, par exemple, on est en Afghanistan, sur une zone, effectivement, où on a des mines antipersonnelles. Et on peut, grâce à ça, effectivement, relever en quelques heures, en fait, des sites archéologiques. Alors, ça va changer complètement, justement, le rapport qu'on va avoir avec la documentation, où avant... Il fallait créer effectivement des missions sur lesquelles on s'installait 2 semaines, 3 semaines. Alors moi-même, je l'ai fait avec les méthodes traditionnelles en tant qu'architecte. Mais donc ces nouvelles méthodes permettaient... Donc là, vous voyez par exemple, c'est le plan de vol d'un drone qui va parcourir en quelques minutes une montagne sur lequel on a plein de sites archéologiques.
Et on va donc avoir des milliers d'images, et ces milliers d'images, après, on peut les traiter, donc avec des algorithmes aussi assez récents. On peut les traiter pour reconstruire en 3 dimensions, en fait, l'environnement qu'on vient numériser. Et un premier test qu'on avait fait, alors on avait choisi un des plus grands sites du monde, le site de Pompéi, où il y a le plus de densité d'informations. Et à l'origine, on avait fait ce travail avec Microsoft Research, en fait, un petit peu comme un challenge technologique. Et on a pu, en quelques jours, en fait, avec le passage de nos drones, faire la première numérisation 3D intégrale de l'ensemble du site de Pompéi, qui n'avait jamais été fait. On a pu la superposer au plan de Pompéi, voir les différences, et surtout voir toutes les élévations du site. Alors, je pense effectivement au grand site romain que vous aviez comme TeamGuide, que vous avez très bien présenté. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces modèles-là, on peut avoir une espèce de base de données tridimensionnelle de tous les blocs, de toutes les élévations d'un site. Voilà. Donc, face à ces technologies rapides, en fait, on s'est mis assez vite au travail. Et le premier gros travail qu'on l'a fait, en fait, on l'a fait pour le gouvernement afghan, sur un site qui s'appelle Messeinak. Alors, Messeinak, c'est un site qui est au sud de Kaboul, dans une région qui s'appelle le Logar, qui est une région qui est pas très stable, en fait, à vrai dire, parce qu'il y a encore beaucoup de villages qui sont pro-talibans. Et en fait, dans cette montagne, on a retrouvé un site assez extraordinaire, une dizaine de monastères bouddhiques, donc du IIIe siècle de notre ère à peu près, donc qui avait été construit par des moines il y a 1500 ans. Et dans ces monastères, donc là vous voyez la structure d'un monastère, et dans ces monastères, on a retrouvé énormément de décors. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des stupas. Donc des stupas décorés, c'est une espèce de reliquaire bouddhique en fait, et également des centaines de sculptures. Mais de sculptures en terre crue. Alors, le problème, c'est que tout ce que vous voyez là, ces sculptures, ces stupas, vont complètement disparaître, parce que le site est situé sur une mine de cuivre. Donc là, ça rappelle encore la fouille de la place des Martyrs que vous avez présentée. On est face à des chefs-d'œuvre qui vont complètement disparaître. Alors, nous avons proposé au gouvernement afghan de faire ce qu'on peut appeler un moule numérique. Donc, j'ai vu que vous aviez fait des moules physiques sur cette fouille. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est un moule numérique. Alors, beaucoup plus complexe qu'un moule physique, parce qu'on va mouler non pas une structure, mais on va mouler une montagne. Donc ça, c'est une montagne qui fait 2 km² par 2 km². Et en fait, on construit un modèle 3D avec un nuage de plusieurs milliards de points. Voilà. En fait, qui décrivent l'espace à la fois géographique, mais aussi le détail, en fait. Par exemple, là, on a retrouvé un squelette sur un stupa. Et donc, on a comme ça, là encore, une base de données très complète de la surface visible des choses, en fait, du réel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on vient copier, créer un double numérique du réel. Après, ce double, en fait, il va servir de support d'analyse, de support de travail pour les archéologues. Et on a installé, en fait, donc là, ce que vous voyez, c'est une espèce de base de données, en fait, qui est sur Internet, que les archéologues afghans utilisent sur le site même de Messeinak, sur lequel, effectivement, ils peuvent aller voir tous les détails. Donc là, c'est une fresque, par exemple, tous les détails d'architecture, de sculpture, mettre des annotations et travailler de cette manière-là. Donc c'est d'abord ce qu'on a essayé de faire. Alors ça, il faut savoir que l'acquisition est assez rapide et de plus en plus facile, en fait, y compris pour les équipes locales. Et je reviens là de Messeinak, où on a fait une formation pour les archéologues afghans, justement, assez technique. Donc eux continuent de faire sur place les acquisitions et continuent d'utiliser le modèle pour prendre les mesures, numéroter les sculptures, etc. Alors le site n'est pas encore détruit, heureusement. On a quelques années de sursis, on espère, mais on sait que le jour où la destruction aura lieu, au moins on pourra dire qu'on a effectivement fait la documentation nécessaire, qui va permettre aussi aux générations futures de visiter ce site quand il aura complètement disparu, parce que c'est un site qui est tellement extraordinaire, surtout pour cette civilisation, la civilisation Kushan, qu'on connaît assez mal finalement.
un autre exemple concret, je vais présenter plusieurs exemples concrets justement qui résonnent avec des problématiques qu'on a vues ce matin. Donc là, on part en Irak. Alors la situation était un petit peu difficile parce que si on avait pu aller sur le site de Messeynak en Afghanistan, nous, en personne physique, alors certes sans rester très longtemps, mais en y allant au moins quelques jours, là, on s'est intéressé à des sites sur lesquels on ne pouvait pas aller. Alors, il y a quelques mois encore, l'État islamique occupait les sites de Nimroud, de Khorsabad, de Ninive, de Mossoul. Et donc, il y a quelques mois encore, on avait très peu d'informations sur ce qui s'y passait. Hein. On avait des vidéos qui circulaient sur Internet qui nous expliquaient, enfin, qui nous montraient des explosions de temples, etc. Mais donc, ça, c'était grosso modo la communication de Daesh, qui nous montrait que ce qu'il voulait bien nous montrer, mais nous, on avait envie d'en savoir plus. C'est-à-dire qu'on voulait voir mesurer les pillages, par exemple. On voulait voir effectivement ce qui avait été détruit par les explosions. Donc en fait, on est allé voir les Peshmerga, donc c'est l'armée kurde du nord de l'Irak, qui défendent un front en fait avec Daesh, et on leur a proposé, donc les soldats, on leur a proposé de nous amener vraiment sur le front, hein, sur la ligne de front. Et là, on est venu avec des machines encore un petit peu différentes. Donc vous voyez l'espèce de planeur que vous voyez là. Donc c'est un drone, ce qu'on appelle un drone long range, c'est un drone longue distance qui peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Et donc le principe, c'est qu'on lance ce drone, on a une espèce d'antenne qui communique avec ce drone, et on voit sur l'ordinateur où est le drone, son point GPS en fait. Donc on lui dit, ah bah là, tu vas aller sur ce point GPS et tu vas faire tel type de vol. Donc on a fait ça sur différentes cités assyriennes, et le drone revient avec des milliers d'images. Et après, ces milliers d'images, en fait, on les processe. Hein, et on refait donc ces différents sites qu'on a survolés en 3 dimensions. Alors là, par exemple, vous avez le modèle 3D du site de Khorsabad qui a été reconstruit uniquement à partir de ces photos à distance. Donc on voit des blocs en fait qui traînent sur le sol. Donc on a pu analyser d'où venaient ces blocs exactement, est-ce qu'ils étaient là avant, etc. On a superposé le plan connu du site. Hein. Le site avait été fouillé par le Louvre notamment. Hein, et on a pu voir effectivement tous les trous de pillage qui pouvaient y avoir et tous les blocs en fait qui étaient visibles sur les images, et donc faire une analyse précise de la quantité de pillage. Voilà, ça c'est un autre site, c'est le site de Nimroud. Alors ce site, lui, on avait déjà des vidéos, on savait que le palais avait été explosé, le temple de Naboo aussi. Donc on a envoyé un drone quelques jours après l'explosion du temple de Naboo. Et surtout, vous voyez dans l'angle là la ziggourate en fait du site de Nimroud, qui a été, elle, détruite quelques semaines après notre passage. Donc finalement, c'est la seule archive 3D qu'on ait de la ziggourate de Nimroud qui aujourd'hui a disparu. Donc en Irak, on a continué à travailler. À chaque fois qu'une zone en fait se redevenait accessible, on envoyait nos équipes justement pour faire un état des lieux des destructions. En fait, donc maintenant, et il faut s'en féliciter, Daesh recule, mais Daesh laisse derrière lui en fait un certain nombre de sites qu'il a pillés et abîmés. Et donc là, par exemple, on est à Samarra, au nord de Bagdad, en fait. Et donc là, on a relevé précisément. Donc ça, c'est des relevés qui sont à la fois, vous voyez, comme en Afghanistan, à la fois géographiques et aussi architectural et détaillés. Et là, on a un édifice du site archéologique de Samarra qu'on a intégralement relevé, qui avait été torpillé par sans doute un missile de Daesh. Voilà. Donc, notre idée, et c'est là où on pense que notre travail est utile, c'est de suivre en temps réel les événements et de pouvoir envoyer en temps réel les équipes dès qu'une zone devient accessible. On fasse effectivement le constat le plus précis. Donc là, on est encore à Samarra. Donc ça, c'est le fameux minaret ziggourate, entre guillemets, qui reprend un peu les typologies des ziggourates. Donc ça, c'est des édifices, en fait, qui n'avaient finalement jamais été relevés précisément avant, parce que bon, c'est assez complexe à relever. Et grâce à ces technologies, ça va nous permettre aussi de
finalement de recréer le modèle précis qu'on n'avait pas pu faire avant avec des techniques un peu plus traditionnelles. Et donc on a pu étudier à travers ça à la fois la géométrie du minaret, qui on voit quand on passe par-dessus sur le modèle 3D en fait n'est pas tout à fait circulaire, et aussi le type de construction, et faire une analyse en fait architecturale précise. Voilà, donc tout ça, c'est le modèle 3D, en fait, qu'on peut après étudier et qu'on a justement délivré aux ingénieurs et aux architectes irakiens pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, faire des analyses un petit peu plus approfondies, à la fois des analyses historiques, archéologiques, mais aussi des analyses structurelles. Parce qu'on voit, par exemple, aussi des inclinaisons qui peuvent être, qu'on ne voit pas forcément quand on est... sur site, mais qu'on arrive à voir et à quantifier en fait sur le modèle lui-même. Alors ça, c'est une mission effectivement qu'on a fait donc il y a quelques mois, en novembre dernier, avec l'UNESCO. Donc là, c'est encore un 3e site. Donc ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces techniques, en allant sur le terrain, on peut facilement faire une dizaine de sites en fait, parce que ça va très vite. On passe une matinée, une journée par site. Voilà, ça c'est le modèle 3D d'un grand palais, toujours de ce site archéologique de Samarra, qui n'avait lui non plus jamais été relevé à cette échelle. Et donc ça nous fait une quantité d'informations archéologiques qui est considérable, donc qu'on transmet aux archéologues et que les archéologues locaux vont pouvoir étudier. Là, Ashnaswal, c'est encore une zone effectivement de cette grande cité de Samarra. Cette zone a été un front de combat. Vous voyez le mur sur la droite. Le mur a servi effectivement de rempart pendant les attaques de Daesh. Donc on a pu quantifier aussi assez précisément les destructions de ce mur. Mais on a voulu aller plus loin aussi en Irak, c'est-à-dire commencer à faire une espèce d'inventaire à l'échelle nationale. Donc là, vous voyez, c'est une porte qui est à Bagdad, Bab al-Wastani, qu'on a pu effectivement numériser intégralement. Et donc, on a demandé aux autorités irakiennes de nous faire une liste de sites, des sites les plus intéressants. Et en simplement, donc on est resté, là, tout ce que vous voyez, on est resté peut-être une dizaine de jours. Et on a pu commencer à créer cette collection numérique dont on espère qu'elle va s'enrichir avec le temps. Et en formant, on a formé une petite équipe aussi d'Irakiens. Donc là, c'est un autre édifice à Bagdad. Et donc l'idée, c'est que la petite équipe d'Irakiens puisse continuer en fait par eux-mêmes ce long travail de digitalisation, donc qui est à la fois archéologique, mais aussi architectural. Voilà. Donc, bon, on a beaucoup d'édifices comme ça, mais disons que notre idée, c'est vraiment de déjà créer la base d'un inventaire 3D vraiment à une échelle nationale. Voilà, ça c'est la madrasa à Bagdad également. Donc bon, beaucoup de ces édifices ont été restaurés, mais ça permet effectivement d'avoir un état des lieux très précis aujourd'hui. La situation étant instable, en fait, on va en considérer que c'était aussi une urgence en fait de construire cette collection numérique. Bon, je vais passer un petit peu plus loin. Donc voilà, là c'était juste pour vous montrer la ziggourate en fait qui est dans le modèle 3D de Nimrud. En fait, et 3 semaines plus tard, la ziggourate a été rasée par Daesh. Donc on a effectivement, nous, finalement, la dernière image et le seul modèle 3D qui a jamais été fait, en fait, de cette ziggourate qui aujourd'hui a disparu. Un autre pays, donc la Syrie, où pareil, on a essayé de trouver à nouveau des nouveaux protocoles et des nouvelles méthodes pour pouvoir travailler efficacement avec eux, sachant qu'au début, on n'avait même pas accès au pays pour des questions de visa, parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est assez fermé. Il est en pleine guerre. Et donc, on a proposé aux archéologues syriens d'abord d'élaborer un travail à distance,
C'est-à-dire qu'on a formé à distance des archéologues à ces techniques. Donc on leur a envoyé, comme vous voyez là, des espèces de petites notes qui leur proposent de prendre des photos de telle manière ou de telle manière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces modèles 3D sont générés à partir de ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, c'est on prend des photos, mais éventuellement avec un téléphone portable, où il ne suffit pas d'appareil particulier. Il faut en prendre assez, et il faut en prendre correctement. Et ces photos, on les processe après sur des logiciels assez complexes, et on va reconstruire un édifice. Donc on a proposé aux Syriens d'aller sur le Crâne des Chevaliers par eux-mêmes, de prendre leurs photos par eux-mêmes, et de nous envoyer les photos. Et nous, on a processé, on a calculé les images. Alors, on a eu d'abord un modèle du Crâne des Chevaliers partiel, parce que la prise de photos n'était pas parfaite. C'était le premier essai. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renvoyé un document en disant où les photos manquaient. On a reçu à nouveau des images et on a pu compléter comme ça. On a créé une espèce de modèle évolutif, c'est un modèle itératif en fait. À chaque fois qu'on rajoutait des photos, on complétait le modèle et finalement on a eu, donc là ce que vous voyez c'est la version V6 ou V7 du Crâne des Chevaliers, donc, mais qui devient quasiment complète, avec, on voit effectivement tous les détails des blocs, etc. Et sur ce modèle, on a pu commencer à travailler donc avec les archéologues. Donc le Crâne des Chevaliers était victime de combats. Donc il y a eu des dommages sur le site du Crâne des Chevaliers. Donc ce qu'on a fait aussi, pour faire un constat d'état précis, en utilisant ce modèle, on a rajouté des images qui étaient antérieures au combat. C'est-à-dire on est allé chercher sur Internet ou même dans la collection des archéologues qui avaient visité le site préalablement, des images d'avant le combat qu'on a pu superposer au modèle 3D. On a pu voir de manière très précise, pierre par pierre, en fait, les dommages créés par les combats. Et donc ce type de document va être important pour le futur, pour la restauration des sites. Et en même temps, donc avec les Syriens, on a lancé aussi une collection numérique d'objets. C'est-à-dire qu'avec les mêmes techniques, finalement, ils ont commencé à numériser des objets. C'est des objets du musée de Damas. Et on a pu commencer à faire une base de données 3D, en fait, d'objets. Toujours sans même aller sur place. Enfin, sans même que notre équipe aille sur place. Donc c'est pour ça que maintenant, les possibilités de ces techniques sont énormes. Et sont surtout très compatibles avec des développements à différentes vitesses, en fait, selon les techniques qui sont disponibles sur place. Voilà. Alors après, donc une fois qu'on a fait ce travail, donc on a réussi à avoir un visa finalement. Et donc en avril dernier, c'était en avril 2016, en fait, on a reçu un appel en fait de Mamoun Abdelkarim, qui est le directeur en fait des archéologues à Damas, qui nous a dit venez vite, Palmyre va sans doute être accessible de nouveau. On voudrait que vous soyez là en personne pour aider nos équipes à faire les relevés sur place. Et donc on est allé donc avec ce qu'on appelle la DGM, c'est la direction des antiquités syriennes, sur place, une équipe d'une dizaine de personnes de la DGM. Et on s'est organisé les tâches. On a emmené donc un drone, mais on a aussi emmené assez d'appareils photo. On a fait en 4 jours au moins 40 000 images sur le musée. Donc là, vous voyez, c'est le musée. Mais surtout, ce qu'on a dit, en entrant dans le musée, on a dit ne touchez à rien avant qu'on ait intégralement numérisé le musée qui avait été saccagé par Daesh et dans lequel on voyait les sculptures brisées qui gisaient sur le sol. Et donc, on a pu faire le modèle numérique des salles du musée dans son état de destruction, en fait. Et ça, c'est très important de le faire. Pourquoi ? Parce que 2 jours après, déjà, toutes les pièces avaient été ramenées à Damas pour les sécuriser. Et heureusement qu'elles avaient été ramenées à Damas parce que Daesh est revenu après à Palmyre. Donc, toute cette scène avait disparu. Et pour les générations futures, à mon avis, c'est intéressant d'avoir ce document. Quand un jour, on essaiera de comprendre ce qui s'est passé, si effectivement il y a un tribunal international qui veut essayer de comprendre qui sont les coupables, on aura des documents pour le faire. Voilà.
Mais on a aussi relevé à Palmyre, et ça c'est important, on a aussi relevé des monuments qui n'avaient pas été détruits, et notamment le théâtre. Et comme vous savez, alors ça on ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais comme vous savez, quelques mois plus tard, Daesh est revenu à Palmyre et a détruit le théâtre. Donc finalement, c'est pour ça que la méthode, disons, d'aller relever systématiquement tous les monuments est importante, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite. Et donc, aujourd'hui, on a effectivement tous les détails du mur de Seine tel qu'il était avant la destruction de Daesh. Et on est retourné après, donc il y a 3 semaines, en fait, sur le site pour là faire la numérisation du théâtre détruit. Et donc, on va avoir les 2 états et on va pouvoir effectivement les comparer. Et pour la suite, pour le futur, pour les restaurateurs, ça va être intéressant de se servir de ces documents. La même chose pour le tétrapile, comme vous savez peut-être. Donc ça, c'est le tétrapile avant la destruction, donc qu'on a relevé là en avril 2016. Et là, c'est le tétrapile qu'on a relevé en avril 2017. Voilà. Bon, et la même chose après pour le temple de Bel. Alors le temple de Bel avait déjà été détruit quand on est arrivé sur le site, mais on a pu lancer une analyse assez précise, bloc par bloc, pour voir les blocs qui avaient été détruits, les blocs qui étaient encore conservés à peu près dans leur intégralité, donc qui pouvaient éventuellement être réutilisés. Et là, pour aller retrouver le modèle précédent du temple de Bel, on a fait appel à toute la documentation historique, donc c'est des images d'archives qui nous ont permis de reconstruire le temple de Bel tel qu'il était avant en 3D en utilisant les mêmes technologies. Donc là encore, donc voilà, ça c'est des photos des années 30 par exemple qui nous ont permis de reconstruire la volumétrie du temple de Bel tel qu'il était dans les années 30. Et c'est là où la démarche par exemple que vous avez en Algérie sur les archives est très importante et fondamentale, parce que on va pouvoir s'en servir aussi métriquement, c'est-à-dire pour recréer la volumétrie de monuments qui aujourd'hui ont disparu ou ont changé, sont modifiés. Voilà. Et donc là, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut superposer. Donc ça, là, vous voyez, c'est le temple de Bel tel qu'il est aujourd'hui, tout le sanctuaire. Et on peut superposer la restitution, enfin le modèle 3D du temple de Bel tel qu'il était avant sa destruction au temple de Bel tel qu'il est aujourd'hui. Et ça va nous permettre de voir pierre à pierre, en fait, grosso modo, d'où viennent certaines pierres qui sont actuellement sur le sol et de voir comment on pourra les remonter si un jour on veut les remonter, par exemple. Mais en tout cas, on aura les documents d'analyse suffisants pour faire cela. On a fait la même chose sur l'arche de Palmyre. On est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, on a fait la simulation de l'explosion de l'arche de Palmyre pour essayer de comprendre comment il a été détruit. Donc là, on a mis la vidéo à l'envers. Et ça nous a permis de comparer effectivement bloc par bloc les blocs qui se trouvaient au sol actuellement et les blocs qui étaient tombés à travers la simulation qu'on a fait sur l'ordinateur. Voilà. Ça, c'est la simulation de destruction des blocs. Et on a lancé aussi, pareil, comme on avait fait en Irak, en fait, une série de numérisation sur une trentaine de sites majeurs de Syrie. Donc, on s'est retrouvé avec... donc, vous imaginez qu'avec cette méthode, en fait, on commence à accumuler énormément de données. Et l'élément fondamental qui va être un élément... qui est une problématique aussi... pour les pays, c'est savoir comment on arrive à rendre accessibles facilement ces données. Plus que quelques minutes. Et donc, on a construit une espèce de base, en fait, sur laquelle on a mis toutes les données dans toutes les zones où on avait travaillé, où on avait, nous, des données, en tout cas. Et là, donc, pour vous donner un exemple, alors je vais vous donner l'exemple d'Alep, qui est un travail très, très récent qu'on a fait. Donc Alep, on a fait un scan d'Alep, en fait, donc d'une ville entière. On a fait une dizaine de milliers d'images. Et donc on rentre, alors c'est une carte sur laquelle on zoome, et puis on a positionné, donc tous les points rouges correspondent à des images. Et voilà, ça c'est sur la citadelle par exemple, ça c'est sur la mosquée des Omeyyades. Donc là, c'est la photo satellite, mais par contre, effectivement, on peut cliquer sur une image et là, voir le détail. Donc ça, c'est le minaret de la citadelle qui est détruite. Et voilà, tout ça, c'est des images d'Alep qui
qui proviennent de nos relevés qu'on a fait en janvier de cette année-là, quoi. Donc l'idée, c'est de construire effectivement une véritable plateforme qui va permettre de donner accès à toute cette quantité d'informations, et y compris effectivement des images 360 là, qu'on a pris à Alep au sol, pour systématiquement aussi relever les intérieurs des souks, etc. Et à partir de toute cette documentation-là, les Syriens peuvent commencer à faire des plans, des constats d'état, et voir exactement les zones qui ont été détruites, des zones qui ne l'ont pas été. Alors, donc je me dépêche, parce qu'il est déjà 13 heures. Donc voilà, tout ça, c'est des sites en fait, qu'on a rentrés dans cette base, des sites syriens. Donc je vous disais une trentaine. Et là, je voudrais juste terminer sur quelque chose d'intéressant, effectivement, qu'on peut faire avec ces mêmes données, c'est justement travailler sur la valorisation du patrimoine. En fait, ce qu'on fait, c'est on fait une copie photoréaliste en fait, d'un site archéologique en 3D. Et du coup, à partir de cette copie photoréaliste, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est le présenter d'une manière complètement nouvelle. Et donc, on a organisé avec le Grand Palais et le Louvre donc une exposition qui s'appelait Sites éternels en décembre de cette année, qui a été une des expositions qui a eu le plus de visiteurs du Grand Palais de l'année. Je crois qu'ils ont eu 60 000 visiteurs en une semaine, uniquement à partir des modèles numériques 3D qu'on avait fait en Syrie et en Irak. Ça, c'était l'affiche de l'exposition, en fait. Et on a utilisé à la fois des modèles 3D de sites, mais aussi d'objets. Ça, c'est une sculpture de Palmyre qui a été détruite. Et alors, voilà, ça, c'est la bande-annonce. Je vais voir si... Je ne sais pas si la... Attendez 2 secondes. Bon, on n'a pas le son, mais grosso modo, ça, c'était la bande-annonce de l'exposition. Donc, on a à la fois intégré... Donc, ça, c'est nos modèles 3D, en fait, qu'on a pris et que les Syriens ont pris par eux-mêmes, d'ailleurs. Et on a intégré aussi dans ces modèles 3D beaucoup d'images d'archives pour montrer comment les sites évoluaient à travers le temps et pour montrer la disparition de certains sites. Voilà, ça c'était l'arche avant les destructions, ça c'est l'arche après les destructions. Et donc le principe de l'exposition, c'était une exposition complètement immersive. Alors je ne sais pas si la vidéo va se charger. Mais voilà, grosso modo, on voulait mettre le spectateur parisien dans ces sites archéologiques. Donc on a fait une projection tout autour de la salle et les gens se baladaient en fait dans cette projection. Et donc se baladaient dans Palmyre, se baladaient dans Damas, se baladaient dans Khorsabad, un site irakien. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, certains sites sont difficilement accessibles au tourisme. L'idée, c'est qu'à travers ces techniques, on peut finalement ramener le site aux visiteurs. Voilà. Je vous remercie. Ah oui, bon. Oui, je voudrais remercier très très chaleureusement Yves Bellman qui a accepté de venir quand je l'ai connu, quand on a commencé à travailler ensemble, surtout sur ces questions de sites du patrimoine en péril. Je lui ai dit qu'il était important aussi qu'il puisse s'intéresser, puisqu'on avait le SIPA qui arrivait, à venir au SIPA et à parler de possibilités de travail aussi dans des pays qui ne sont pas affectés par les destructions, par les crises. Et je suis content qu'il ait accepté de venir à cette présentation et de pouvoir un jour aussi travailler sur des pays où il n'aura pas le stress des armées à quelques kilomètres. Merci beaucoup pour la présentation. Je crois qu'elle a été extrêmement utile pour avoir une compréhension de l'intérieur, à la fois des techniques que tu as utilisées avec ton équipe et aussi des possibilités qui s'offrent. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, on l'a dit hier pendant la réunion, la formation sur place pour permettre la continuation du travail. Et non pas, ce n'est pas une phase qui s'arrête, c'est une phase en progrès. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux que réitérer les propos de Mounir. Sans les réitérer, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des questions, j'imagine ? Oui. J'ai une question. Bonjour, déjà bravo pour ce travail, vraiment c'est impressionnant. Et je voulais savoir dans ce contexte de valorisation sur ce patrimoine, d'accessibilité, si d'une part les logiciels ou ces images seraient accessibles à tous ou dans des conditions de visite un peu en réalité virtuelle,
comment, entre guillemets, nous-mêmes pouvions utiliser ces techniques-là ou avoir accès à toutes ces bases impressionnantes, encore une fois, de renseignements. Alors, pour nous, il y a 2 niveaux d'accès possibles. Il y a le premier niveau, c'est un petit peu la plateforme que j'ai présentée avec ces centaines de milliers d'images et la possibilité aussi de rentrer dans les modèles. Ça, c'est une plateforme Internet. Donc, on n'est pas vraiment dans la réalité virtuelle, c'est plus de la gestion d'informations à très grande échelle et également d'informations 3D. Alors, cette plateforme, on va la lancer sans doute en septembre prochain. Parce que l'idée aussi de notre travail, c'est de redonner à disposition libre, en fait, toutes ces données qui concernent l'humanité entière, qui ne concernent pas simplement les gens qui s'intéressent uniquement au patrimoine. Donc ça, c'est le premier niveau d'accessibilité. Le second, effectivement, donc nous, on fait des expériences un petit peu plus techniques avec ces techniques émergentes. Alors, on l'a vu sur le stand de Art Graphique et Patrimoine, ces lunettes qui permettent de nous replonger dans ces environnements. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on a testées, qui marchent très bien, qui seront sans doute, effectivement, qui donneront sans doute un élan dans le futur à ce type de travail. Alors, pour l'instant, c'est difficile de mettre en œuvre ces techniques dans le cadre d'un musée, parce que c'est encore des appareils qui isolent un petit peu les personnes. Mais nous, on pense que ces appareils vont évoluer. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà, on prépare une collection de modèles qui va être facilement utilisable par tous, justement, quand ces techniques seront développées dans 3-4 ans, quoi. Vous restez encore avec nous toute la journée ou... Oui, je repars vers 16h, je pense. Vers 16h. Donc, vous avez une dernière question. Donc, vous avez encore jusqu'à 16h pour rencontrer, questionner Iconem. Bravo, c'est formidable. Merci. Franchement, c'est formidable d'engagement, c'est formidable de qualité, tout est super. J'ai une question qui me vient parce que quand on voit ce travail-là, on a l'impression qu'on pourrait, entre guillemets, techniquement, si ce n'était pas une limite financière, reproduire ailleurs, j'ai envie de dire n'importe où, un monument que tu aurais scanné. Déjà. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on se limite à l'image ou est-ce qu'il y a aussi des choses, alors c'est peut-être un petit peu, mais c'est tellement surprenant et formidable là ce qui est montré, est-ce qu'il y a des choses qui sont liées à d'autres sens que le regard ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées aux odeurs, etc., au bruit, enfin, est-ce qu'il y a des prises complémentaires ? Alors, pour la première question, oui, donc effectivement, techniquement, c'est possible de dupliquer physiquement un monument. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites. Alors, c'est un peu tôt encore pour faire les choses de manière, disons, satisfaisante. Donc, il y a l'Arche de Palmyre qui a été recopié par les Anglais, justement, à Londres. Alors, ça, quand on passe à la matière, en fait, on passe aussi sur des questions d'éthique, j'ai l'impression. C'est-à-dire, aujourd'hui, à quoi ça sert de déplacer un arc, de mettre... Pour moi, ça rappelle en fait un petit peu un passé colonialiste qui c'est un petit peu délicat à faire aujourd'hui. C'est de dire, voilà, on va reconstruire l'Arche de Palmyre chez nous parce que, grosso modo, les Syriens ont du mal à le conserver eux-mêmes. Enfin, le discours est compliqué. L'avantage des données numériques, c'est qu'elles se multiplient, elles se partagent et elles sont à destination de tous. C'est à la communauté scientifique, le grand public. Voilà. Reproduire quelque chose dans la matière, pour moi, on rentre effectivement dans des thématiques qui sont plus délicates, en fait. Parce que ça demande de recréer un lieu, finalement, de recréer un nouveau patrimoine, quoi, qui est copié sur le patrimoine qui était avant. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes, c'est des questions qu'il faut poser, mais c'est des questions qui, aujourd'hui, nous, on les manie un peu avec prudence, quoi. Voilà. Donc, pour la deuxième question, en fait, effectivement, donc il y a un dernier projet que j'ai pas trop eu le temps de présenter, mais c'est un projet sur Bamiyan, en fait. On a fait la numérisation. Donc, Bamiyan, c'est ce site où il y a les grands Bouddhas qui ont été explosés en Afghanistan. Et on a fait un projet avec un artiste contemporain, Pascal Convert,
qui lui justement a voulu faire une approche multisensorielle, on va dire. Donc il y a tout l'aspect visuel effectivement qui a été capturé par nous, mais après effectivement il a pris des sons, il a pris une ambiance aussi, ils ont écrit des textes autour de ça. Et l'idée c'est que nous ce qu'on crée c'est un média parmi d'autres, enfin un médium parmi d'autres médias. Et ça devient intéressant effectivement de croiser ces expériences parce que on arrive après, enfin là par exemple les casques de réalité virtuelle aujourd'hui, ils ont aussi le son. Et c'est vrai qu'un site comme Bamiyan par exemple, le son est très important parce qu'effectivement on a des paysans. Enfin en fait c'est un site qui est d'ailleurs très silencieux, avec juste des bruits un peu de petits villages et ça remet dans une ambiance qui est extraordinaire. Et la visite d'un site comme ça, elle marque énormément, pas seulement par l'image, mais aussi par toute l'ambiance en fait qui se autour de ce site. Donc ça effectivement c'est des choses sur lesquelles on travaille un petit peu en périphérie en fait. Nous c'est vraiment ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est une collection visuel numérique, mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres projets un petit peu différents, un petit peu parallèles, qui peuvent s'articuler, et notamment effectivement des expériences d'art contemporain qui sont assez intéressantes. Une dernière question avant le déjeuner. Toute petite question. D'abord, l'opérationnalité de tout cet arsenal. Est-ce qu'il a un caractère vraiment opérationnel? Et le secondo, toujours une question corollaire, est-ce que l'on peut imaginer de le jumeler avec un autre appareil qui explore les sous-sols et notamment les réseaux? Merci. Alors, pour l'opérationnalité, oui, c'est justement très opérationnel et c'est pour ça qu'on l'utilise dans des situations difficiles, c'est-à-dire qu'on arrive avec du matériel en 2 minutes, le drone est en l'air et puis 2 heures après, on est reparti, on a toutes les données. Donc l'opérationnalité, oui. Ça c'est justement pour ça qu'on utilise. C'est parce qu'on peut l'utiliser en tout contexte. Et après, alors effectivement, donc on a commencé à faire des expériences donc pour voir ce qui se passe sous le sol. Il y a différentes technologies. Ah oui, voilà, oui, effectivement. Donc je reviens de Mossoul. J'étais à Mossoul le mois dernier, en fait. Et là, donc ce qui est intéressant à Mossoul, c'est que donc sur le mausolée de Jonas, en fait, qui a été détruit par Daesh, donc Nabi Yunis, on a découvert des tunnels creusés par Daesh, donc des tunnels souterrains. Et en fait, dans ces tunnels souterrains, on a découvert des taureaux monumentaux, un petit peu comme on a dans la cour de Khorsabad au Louvre, affrontés. Donc des taureaux qui... voilà, c'était l'entrée d'un temple. Et on a trouvé des stèles aussi, des stèles figurées, à l'intérieur de ces souterrains. Et donc, ce qu'on a pu faire avec ces techniques, c'est digitaliser, en fait, les souterrains, justement. Donc là, ce n'est pas des drones qu'on a utilisés, c'est d'autres techniques, mais là encore, en quelques heures, parce que aller à Mossoul aujourd'hui, c'est encore délicat, parce qu'il y a des combats tout autour. Et on a pu superposer, en fait, la géométrie de ces tunnels avec la géométrie, grosso modo, du mausolée détruit de Nabi Yunis, pour comprendre exactement comment ces taureaux étaient disposés dans le contexte en fait de la colline de Nabi Yunis. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui se font très bien. Et après, bon, il y a d'autres techniques plus complexes comme la technique de géomagnétique ou l'infrarouge en fait, qui nous permettent de voir par des différences soit magnétiques, soit de chaleur en fait, ce qu'il peut y avoir sous le sol. Et ça aussi, c'est des choses qu'on a pu superposer à des modèles 3D et qui nous a donné des informations intéressantes parce que nous, on peut avoir la topographie de manière très précise, toute la morphologie du site, mais on arrive à lire en fait des logiques parallèles en fait qui viennent des couches qui sont en dessous, justement, juste par l'inertie de la chaleur, sur des photos infrarouges par exemple. Et maintenant, les appareils infrarouges, on peut les mettre assez facilement sur les drones et puis faire des cartographies comme ça. Encore merci Monsieur Bellman, merci Mounir pour l'introduction et un grand bravo.